Alors il y a un sujet sur lequel on nous pose beaucoup de questions à nous les tatoueurs, et qui plusieurs fois, au cours des 10 ans qui viennent de passer, a fait les gros titres dans la presse, les encres de tatouage. Et vous avez d'ailleurs sans doute pu voir passer ces dernières semaines des articles bien flippants dans la presse, du type 75% des encres de tatouage présentent un risque sanitaire élevé, alerte sur les substances toxiques dans les encres de tatouage. Alors autant dire qu'avec des titres comme ça, il y a une petite vague de panique chez nos clients, on a dû gérer pas mal de SAV. Alors, qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qu'il y a dans nos encres? Quel est le danger réel? On en cause. Bonjour à tous, je vous le disais dans l'intro, cette vidéo va porter sur les encres de tatouage et il y a beaucoup de choses à dire, surtout en ce moment. Donc dans un premier temps, on va parler de leur composition, mais surtout, dans un second temps, on va revenir sur toutes les polémiques et les actualités passées et présentes que vous avez pu voir sur le sujet, ainsi que la réalité des dangers qui sont pointés, notamment vis-à-vis de nos couleurs qui, à l'heure où je vous parle, ont malheureusement un avenir assez flou. C'est parti. Alors déjà, histoire que tout le monde sache bien de quoi on parle, c'est quoi une encre de tatouage? Donc ça se présente sous forme liquide, c'est la définition de l'encre, c'est un liquide coloré, et bien entendu, du coup c'est conditionné en bouteille, c'est stérilisé et étiqueté avec des normes bien spécifiques. Pour l'utiliser, le tatoueur verse donc la quantité dont il a besoin dans un godet à usage unique, dans lequel il va venir piocher avec son aiguille, histoire de pas taper directement dans la bouteille, ce qui serait pas pratique, et surtout créerait une belle colonie avec les microbes de tout le monde. Voilà en gros pour le résumé. Alors il faut savoir que les encres de tatouage professionnels, ça fait pas très longtemps qu'elles existent. C'est vraiment que depuis une vingtaine d'années qu'on a des entreprises qui développent des encres spécialement conçues pour le tatouage, avec leur chimie propre, stérilisée, et avec un suivi, une traçabilité des ingrédients. Donc à l'échelle de la pratique du tatouage, c'est vraiment pas grand chose, puisque rappelons que le tatouage existe depuis la préhistoire. Alors comment on faisait avant d'avoir des encres dédiées? On en avait parlé un peu dans une des premières vidéos de cette chaîne sur l'histoire du tatouage, l'évolution a été très progressive. Mais on va dire, pour résumer brièvement, qu'au XXe siècle et un peu avant, on utilisait principalement de l'encre de Chine, donc de l'encre à dessin, ce que les Anglais appellent de l'Indian ink, dont la composition est basée sur ce qu'on appelle du noir de fumée, donc du carbone, qu'on obtient par combustion de matière organique riche en carbone. Donc par exemple du bois, auquel on ajoute de l'eau et de la gomme arabique. Ce qui au final est assez peu éloigné des encres noires d'aujourd'hui, puisque les pigments noirs actuellement utilisés dans nos encres de tatou restent toujours obtenus par des procédés proches de cette méthode, c'est juste la formulation et le reste de la composition qui vont différer et être beaucoup plus sécurisants et adaptés au tatouage. Et avant ça, dans les 4-5 000 ans qu'on précédait, c'était un peu la même chose, mais on va dire un peu plus à l'arrache, avec du charbon d'os réduit en poudre ou de la suie. A noter que c'est des techniques qui sont toujours utilisées par certaines ethnies qui pratiquent un tatouage, on va dire, plus ancestral. Pour ce qui est des flacons, ça ressemble à ça, on les reçoit nous scellés, avec un opercule entre la bouteille et le bouchon pour qu'on ait la garantie que le produit est safe. Sur l'étiquette, on retrouve entre autres, et c'est obligatoire, plusieurs éléments. Pour commencer, on va avoir un numéro de lot de fabrication, qui va permettre de garantir une traçabilité. Comme pour la nourriture, les produits pharmaceutiques, etc., s'il y a un problème avec un lot qui représente un danger, ça permet de pouvoir le rappeler. D'ailleurs, notez bien que le tatoueur est censé poursuivre cette traçabilité avec ses clients en notant systématiquement les lots d'encre avec lesquels il va vous tatouer, justement pour pouvoir vous alerter en cas de souci avec le produit, ou vous aider en cas de réaction allergique. Alors je vous rassure, c'est jamais arrivé qu'on ait à rappeler des gens, même si par le passé il y a pu avoir des rappels sur certains lots d'encre, c'était absolument pas considéré comme grave, et ces rappels ont la plupart du temps lieu quand ces lots étaient en cours de distribution et non en cours d'utilisation. C'est quelque chose qui reste très rare, et quand ça arrive on réagit très vite. Beaucoup mieux en tout cas que quand on s'aperçoit qu'il y a de la viande de cheval dans les lasagnes de grande distribution. On a aussi sur l'étiquette une date de durabilité maximale, ce qu'on peut appeler vulgairement une date de péremption, qui est établie sur la base de 2 ans après la date de fabrication. Donc bien entendu, faut pas utiliser l'encre passé cette date, car on considère que sa stérilité est compromise. Voilà, même si ça représente pas un énorme danger, le but est d'éviter de vous tatouer avec une encre qui pourrait avoir 10 ou 20 ans. On a aussi la mention stérile, qui témoigne que l'encre a bien été stérilisée lors du conditionnement. C'est obligatoire, nos encres doivent être stériles à ouverture du flacon. Et enfin, on peut lire, c'est ça qui nous intéresse, la liste des ingrédients. Ça, on va y revenir très vite. Donc ça, toutes ces mentions sur l'étiquetage, elles sont obligatoires en France depuis 2008. Il faut savoir qu'en Europe et surtout en France, on est parmi les plus réglementés et en avance à ce niveau. On n'a pas attendu des polémiques ou qu'il se passe des choses graves, ce qui est jamais arrivé, pour légiférer officiellement sur la composition, la stérilité, la traçabilité et les bonnes pratiques de fabrication des encres. Et ça d'ailleurs, ça a posé pas mal de soucis à beaucoup de fabricants, notamment américains, qui ont dû investir beaucoup d'argent pour s'adapter au marché européen et surtout français. Après attention, faut pas oublier qu'avant ça, même sans réglementation, les fabricants sérieux sont toujours appliqués à fabriquer proprement, dans de bonnes conditions, des encres de qualité avec des ingrédients de qualité. Rappelez-vous que la plupart des marques d'encre, elles ont été créées par des tatoueurs qui voulaient des produits de qualité et non pas des gros groupes industriels qui voulaient juste faire de l'argent. Donc notez bien, c'est important pour la suite, qu'on a affaire à une industrie motivée principalement par la bienveillance et non le profit. Alors la composition, bien entendu, chaque marque a ses petits secrets au niveau des formulations, des dosages, chacun défend son savoir-faire, mais la liste des ingrédients étant obligatoire sur l'étiquette, on sait fort heureusement ce qu'il y a dans nos encres. Et globalement, c'est le même tronc commun pour toutes les marques. C'est un peu comme les crêpes si vous voulez, chacun a sa recette, mais il y a toujours au moins de la farine et un lait, et le reste n'est qu'accessoire. Dans cette recette, on va distinguer deux choses. La première, les pigments, et la deuxième, une base liquide pour rendre les pigments, qui sont sous forme de poudre, justement, liquides, et leur donner une texture qui va être adaptée au tatouage. Le tatouage, on le rappelle, c'est une aiguille qui monte et qui descend à une centaine de coups par seconde dans la peau. Donc, si l'encre est trop épaisse
et descend pas, on pique sans encre, ça fait mal et ça sert à rien, et à l'inverse, si c'est trop liquide, tout va descendre d'un coup, et à peine on aura effleuré la peau qu'il faudra déjà reprendre de l'encre. D'ailleurs, en général, la différence entre une bonne et une mauvaise encre, elle se situe là. Plus une encre va être facile à travailler, meilleurs seront les résultats et la rapidité d'exécution du tatou. Premier ingrédient donc, les pigments. Il peut y en avoir un ou plusieurs dans une encre. Un pigment, c'est une poudre de couleur. Il en existe énormément, et il faut savoir qu'ils sont tous répertoriés dans une base de données internationale, ils ont tous un numéro, c'est ce qu'on appelle le CI, le Color Index. Et cette base de données, elle sert pas qu'au tatouage, elle est utilisée pour tout ce qui nécessite des couleurs, donc l'alimentaire, le mobilier, la peinture, les cosmétiques, etc., etc. En fait, quasiment tous les objets manufacturés qui sont devant vous au moment où je vous parle contiennent des pigments. La nourriture industrielle aussi, très souvent contient des colorants fabriqués à partir de ces pigments, et ils sont tous référencés dans cette base. Et c'est cette base qui va servir aussi à établir les réglementations. Avec ça, on va pouvoir dire que tel ou tel CI est autorisé ou non dans le tatouage, ou dans des produits de maquillage, ou en colorant alimentaire, ou encore dans des domaines très précis comme les jouets pour enfants par exemple. Et ça, autant dire que c'est plutôt pratique. Par exemple, la bouteille de rouge que je tiens dans les mains, ceci dit en vrai il n'y a aucune info dessus. Donc, la bouteille de rouge que je tiens dans les mains contient du CI 1247.5, et en le recherchant dans le Color Index, on voit que c'est le pigment rouge naphthol, et on peut accéder à toutes les informations qui y sont relatives. Donc vous voyez que déjà, malgré tout ce qui peut être dit dans la presse, on peut très facilement savoir, et depuis longtemps, exactement quel composé chimique vous avez dans la peau. Après le pigment, on va ensuite avoir une base porteuse liquide, qui va se composer de plusieurs éléments qui vont chacun avoir un rôle bien précis. Pour commencer, de l'eau, ça paraît évident, c'est une solution aqueuse, liquide, donc il en faut quand même un minimum. Ensuite, on va retrouver un peu d'alcool, qui va servir de conservateur pour la solution, qui va garantir l'état du pigment, et aussi limiter le développement des micro-organismes. Ça on le sait tous, l'alcool, ça tue les microbes. On va aussi retrouver de la glycérine, qui va permettre de stabiliser l'encre. Ça va lui donner une consistance un peu plus épaisse, plus visqueuse, donc ça va garder le pigment en suspension, histoire que la solution soit bien homogène, et qu'on n'ait pas juste de l'eau et les pigments en bas. Tous ces ingrédients, même si au final il n'y en a pas tant, vont former donc une encre homogène, stable, et qui va rester safe. Alors ça peut arriver que certains fabricants ajoutent d'autres éléments pour améliorer la stabilité, ou même limiter le rougissement de la peau, etc., comme par exemple de l'eau d'amamélis, mais ça, en général, ça reste des ingrédients qui sont anecdotiques et dont on sait depuis longtemps qu'ils représentent aucun danger. Je fais une petite parenthèse, on nous pose souvent la question, est-ce que nos encres de tatouage, elles sont véganes? Alors la réponse elle est toute simple, en majorité, les encres professionnelles que vous pouvez trouver aujourd'hui le sont naturellement. On vient de voir les ingrédients ensemble, la plupart des pigments qu'on y trouve, alors je dis la plupart parce que je veux pas dire de bêtises et je peux pas me porter caution pour toutes les marques, mais vraiment, la quasi-totalité des pigments utilisés sont d'origine végétale et surtout minérale. Le charbon d'os, à ma connaissance, il y a longtemps que ça se fait plus, en tout cas chez les pros, et en plus c'est loin d'être ce qui est le plus facile à fabriquer. Et pour ce qui est de la glycérine, à ma connaissance là aussi, on utilise majoritairement de la glycérine végétale. Donc vous pouvez toujours poser la question à votre tatoueur, lui demander quelle marque il utilise et vous renseigner par vous-même, mais encore une fois, vous avez très peu de chance aujourd'hui de tomber sur une encre qui n'est pas végane. Après attention, les encres certifiées véganes par des organismes spécialisés, ça reste rare. Faut savoir qu'un label certifié ça coûte très cher juste pour mettre un logo sur une bouteille. Nos fabricants d'encre, c'est souvent pas leur priorité financière. Mais de plus en plus de marques, de fabricants précisent tout de même la mention vegan sur leurs étiquettes ou rendent l'info disponible sur leur site internet. Et il y a aussi des marques qui le précisent pas parce qu'elles s'en foutent, mais c'est quand même le cas. Quoi qu'il arrive, si vous avez la référence de l'encre, vous pouvez vous renseigner assez facilement sur internet. Voilà, maintenant que vous savez ce qu'il y a dans une encre de tatouage, vous allez pouvoir comprendre beaucoup plus facilement ce qui se passe en ce moment. Comme je vous le disais, ces temps-ci, on a pas mal été gâtés au niveau de l'actualité sur les encres de tatou. On a d'abord eu en décembre 2020, donc décembre dernier, un nouveau règlement européen qui a été publié et qui définit des nouvelles restrictions concernant les pigments. Ça c'est pas une surprise, ça faisait déjà quelques temps qu'on savait que ça allait tomber. Oublions pas aussi qu'il y avait déjà eu des restrictions par le passé, c'est pas nouveau, faut pas croire que jusqu'à maintenant on mettait tout et n'importe quoi dans nos encres, c'était déjà bien réglementé. Mais là aussi vous avez peut-être vu des informations passer, ça fait à peu près 5 ans que des études commandées par les instances européennes tombent au fur et à mesure. Alors sur le principe, pas de souci, nous les tatoueurs on est toujours contents quand notre activité elle est légiférée, sécurisée dans le bon sens et de façon raisonnée. Le problème, c'est que ce règlement, il a pour effet principal de bannir d'ici 2023, donc 2 ans, la plupart des pigments bleus et verts qu'on trouve actuellement dans nos encres. Et pour des raisons très discutable. C'est-à-dire que là, les fabricants ils ont 2 ans pour s'adapter et changer la composition de leurs encres. Sauf que ça risque d'être très difficile pour eux, parce qu'à l'heure où je vous parle, ils ont pas vraiment de solution de rechange. Ils savent pas du tout comment ils vont pouvoir faire, car forcément, ils font avec ce que la nature leur donne, et ils peuvent pas sortir comme ça d'un chapeau des nouveaux matériaux. Donc si ça bouge pas, dans 2 ans, en Europe, on n'aura plus ni de couleur bleue, ni de couleur violette, ni toutes les nuances qui peuvent en découler par mélange, comme par exemple tout ce qui est violet ou kaki. Et ça, autant dire que ça pose un très gros problème. Déjà parce que, avec la moitié de notre palette en moins, le reste, ce qui reste légal, ne sert plus à grand chose, donc les tatouages en couleur, on oublie. Mais le vrai souci, c'est que parallèlement, il risque d'y avoir tout un marché underground du tatouage couleur qui va se mettre en place, et donc on va se retrouver avec une explosion de tatoueurs clandestins qui vont exploiter cette faille en proposant des tatouages en couleur dans des conditions d'hygiène douteuses, dangereuses, avec des angles sur lesquels pour le coup il y aura aucun contrôle. Et là sur le plan danger sanitaire, c'est une autre limonade. Alors là vous allez me dire non mais les gens sont pas cons, ils vont pas aller se faire tatouer à l'arrache par des non professionnels et risquer de maladie juste pour avoir un tatouage en couleur.
Donc ces études, ces procédures d'évaluation qui ont été faites depuis 5 ans à la demande de la Commission européenne, elles ont été réalisées par l'Agence européenne des produits chimiques. Et malheureusement, tout ça, globalement, ça a été fait sans les professionnels. Les consultations publiques ont été très restreintes, il n'y a pas eu d'études sur le terrain, les fabricants d'encre, idem, on leur a rien demandé, pas de dialogue, pas d'investigation chez eux. Et comme le tatouage à échelle professionnelle, ça reste quelque chose de très récent, les auteurs de ces études, ils n'avaient pas non plus de données toxicologiques ou de sécurité sur lesquelles se baser. Donc en gros, ils avaient rien, ils n'avaient pas d'éléments bons ou mauvais sur lesquels poser leurs recherches. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait pour savoir si nos encres étaient dangereuses ou potentiellement cancérogènes? Ils sont allés comparer les données de nos encres avec les données liées aux cosmétiques. Ce qui, sur le plan médical, justement, n'a rien à voir. Alors pourquoi ça n'a rien à voir? Quand on étudie le potentiel cancérogène d'une substance, les facteurs les plus importants vont être la fréquence ou la durée d'exposition, la quantité de la substance en question, et la façon dont elle va être mise en relation avec l'organisme. Quand on parle de risque sur des cosmétiques, on parle d'usage répété, quotidien. Une crème, un fard à paupières, c'est des produits avec lesquels on va entrer en contact tous les jours pendant des années. Ce qui n'est absolument pas comparable avec le tatouage, puisqu'un tatou c'est une dose, un jour donné, c'est considéré comme une seule exposition, même si l'encre reste dans le corps. Et cette exposition en plus elle est très difficilement quantifiable, puisque entre un petit tatouage de 3 cm et un corps complet, on n'est pas du tout au même niveau. Et tout ça dans leurs études, ils en ont pas du tout tenu compte. Alors, quelles sont les substances qui posent problème? Dans le cas des pigments bleus et verts concernés par le règlement européen, ils sont partis du fait qu'on aurait suspecté un potentiel risque de cancer de la vessie lors de l'utilisation de ces pigments dans des teintures pour cheveux, avant 1960. Donc non, vous rêvez pas, on est en train d'interdire la moitié des couleurs de tatouage parce qu'il y a 60 ans, on s'est demandé si ces pigments étaient pas responsables de certains cancers quand ils étaient utilisés dans des teintures pour cheveux. Et c'est pas fini parce qu'il se trouve que depuis, des études ont conclu à une absence de risque. Donc en fait, même dans le cadre d'une utilisation dans une teinture pour cheveux, avec un usage régulier, on a aujourd'hui absolument rien qui nous dit que c'est potentiellement dangereux. Mais dans le doute, ils ont préféré interdire. Donc quand je vous dis qu'on est en train de risquer un vrai problème sanitaire pour protéger le public d'un problème qui n'existe pas, j'exagère vraiment pas. Surtout que parti comme ça, on risque de finir par interdire encore d'autres pigments, voire tous. Ou même du coup, par extension, finir carrément par interdire le tatouage. Et là du coup, par conséquent, comme je vous le disais, on risque malheureusement plus d'aller vers des dérives et des réels dangers plutôt que vers une sécurisation des produits. Surtout qu'on a des médecins spécialistes, comme le docteur Nicolas Kluger, qui est dermatologue et spécialiste des questions médicales sur le tatouage, ou encore des ingénieurs chimistes spécialisés dans les angles de tatouage comme l'allemand Michael Dirks. Donc s'il y a des gars qui savent de quoi ils parlent sur un tel sujet, c'est eux, et ben qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Que ça va, on est encore très loin de risquer de mourir avec nos tatouages. Voilà, je vous en reparlerai en fin de vidéo, mais sachez qu'actuellement, de nombreux acteurs et représentants du métier se sont groupés dans toute l'Europe et ont créé une pétition à laquelle vous pouvez tous participer. Cette pétition, elle est très importante parce qu'elle peut permettre de faire revoir sa copie au Parlement européen et sauver nos couleurs. Je vous mets le lien en description, s'il vous plaît, allez la signer. Voilà pour ce dossier. Alors, outre ce nouveau règlement européen, l'UFC Que Choisir a ces derniers mois réalisé sa propre étude et a décidé de lancer des procédures en demandant aux institutions responsables de mieux encadrer le marché des encres. Là, pareil, ils sont allés un peu vite, ils ont pris des échantillons d'encre qui sont allés acheter un peu au pif sur internet, sachant que normalement, pour acheter des encres, il faut être professionnel, donc on sait pas trop où ils sont allés les chercher. Et surtout, on sait pas si elles correspondent justement aux normes actuelles que les fabricants et les distributeurs s'appliquent à respecter. Ils ont pu très bien tomber sur des contrefaçons, car oui, ça existe, et ça peut aussi être des versions américaines de certaines références, qui du coup sont pas conformes pour le marché européen, mais attention, c'est pas pour autant qu'elles sont dangereuses. Et puis perso, moi, en lisant l'étude, j'ai vu des marques dont j'avais jamais entendu parler. Ensuite, leur étude, c'est quoi? Bah visiblement, ils ont juste regardé ce qu'il y avait dans les bouteilles, et on n'a aucune info sur les méthodes d'analyse, les laboratoires qui les ont réalisés, on n'a rien. Et bien entendu, vous vous doutez bien que là non plus, ils se sont pas souciés des quantités ou des domaines d'application. Ils ont juste tiré la sonnette d'alarme en pointant du doigt le fait que telle ou telle substance pouvait éventuellement s'avérer dangereuse. Et c'est tout. Alors d'un sens, ils ont raison. Le souci, c'est que comme à chaque fois qu'il y a un dossier sur le tatouage, bon ou mauvais, la presse s'en empare et c'est monté en épingle pour faire du sensationnel. Et c'est comme ça qu'on est passé de « il faut mieux encadrer le marché des encres chez UFC Que Choisir » à 75% des encres de tatouage présentent un risque élevé pour la santé dans la presse. Messieurs et mesdames les journalistes, à ce degré, ça s'appelle de la désinformation. Et clairement, ça fait encore une fois passer les tatoueurs et les tatoués pour des gens négligents et inconscients, on parle quand même de 18% de la population, et en plus, ça crée réellement un climat de peur et de panique auprès de nos clients. Alors si ça peut vous rassurer, n'oubliez pas que les tatoueurs, avant d'être tatoueurs, dans la grande majorité des cas, ils sont aussi tatoués. C'est nous les premiers consommateurs, et faut arrêter de croire qu'on est systématiquement des idiots inconscients qui font n'importe quoi, se mettent en danger et mettent en danger les autres. On pratique un vrai métier, on le connaît, et on est les premiers à demander un encadrement légal et l'avis objectif du corps médical. Alors, des articles et des polémiques comme ça, on en a assez régulièrement depuis quelques années, parce que oui, par la force des choses, les encres de tatouage, comme tout produit, contiennent des substances qui peuvent s'avérer dangereuses. Mais tout est encore une fois une question de quantité, de durée et de mode d'exposition. Par exemple, ces dernières années, on a beaucoup parlé de la présence de métaux lourds, et notamment des taux de nickel dans les encres, mais aussi des aiguilles, qui, rappelons-le, sont fabriquées en acier chirurgical 316L. Donc d'un coup, tout le monde s'est réveillé en mode « mais il y a du nickel dans les encres, c'est super dangereux !» Alors oui,
il y en a, de là à dire que c'est dangereux. À titre d'exemple, je peux vous parler du docteur Gerald Prior, un scientifique allemand qui a fait beaucoup d'études sur le sujet et qui a estimé que sur un tatouage de taille moyenne, il y avait autant de nickel que dans un mug de chocolat chaud ou une pomme. Et en plus, contrairement au nickel contenu dans les ongles de tatouage, celui qu'on retrouve dans les aliments, il est soluble. Donc quand vous mangez une pomme par exemple, et que vous la digérez, le nickel il part dans tout votre organisme. Alors qu'encore une fois, le tatouage c'est une dose fixe, induite dans la peau à vie, mais il n'y a pas d'exposition répétée à de nouvelles doses comme avec la cigarette, l'alcool, la nourriture ou les produits cosmétiques. Donc en gros, pour ce qui est de l'exemple du nickel, vous avez à peu près plus de chances de mourir à cause de votre petit déjeuner, au bout d'à peu près 5000 ans, qu'à cause de votre tatouage. Donc vous voyez vraiment que si on parle de produits dangereux, cancérogènes, etc., il faut encore et toujours ramener ça au dosage, à la durée d'exposition et à la façon dont il va se diffuser dans le corps. Alors oui, une bonne fois pour toutes, il y a des substances dangereuses dans les encres de tatouage. Mais ces substances dangereuses, elles sont au dosage infime. Et on les retrouve à des dosages équivalents, voire beaucoup plus élevés, dans ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on boit, ce qu'on touche, etc. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous mets en lien les travaux du docteur Gerald Prior, il y a même un livre qui est consultable gratuitement et légalement, c'est en anglais, faut être un peu calé en chimie, mais vous pourrez vraiment voir toutes les substances, les dosages et les conclusions qui ressortent. En tout cas, notez bien qu'à ce jour, aucune étude de terrain n'a pointé d'effets toxicologiques quel qu'il soit, plus élevé chez les tatoués que chez les non-tatoués. Et il n'y a jamais eu aucun lien direct de fait entre un tatouage et un cancer, quel qu'il soit. D'ailleurs, puisqu'on parle de parallélisme entre tatouage et cancer, on a même des études danoises qui ont démontré que le tatouage pourrait même agir comme protecteur contre les cancers liés aux expositions solaires, parce qu'en gros, l'encre absorberait tout simplement une partie des UV. Et tant qu'on est là à parler des encres, je voulais aussi évoquer le souci des allergies. Et là aussi, oui, comme partout et avec toutes les substances, les allergies aux encres de tatouage, ça existe. Alors fort heureusement, ça reste assez rare, et la plupart du temps, c'est bénin, là où une cacahuète ou une crevette peuvent tuer. Je vais juste vous donner 2 conseils. Si vous avez de base un gros terrain allergique, faites des tests avant. Demandez à votre tatoueur un échantillon des encres qui compte utiliser sur vous, et allez voir votre allergologue avec. Et si vous venez de vous faire tatouer et que vous suspectez une allergie, là aussi, avant d'aller chez le médecin ou l'allergologue, n'hésitez pas à consulter votre tatoueur avant. Demandez-lui la composition exacte de l'encre utilisée et surtout les références des pigments, les fameux CI comme je vous expliquais tout à l'heure, ça peut faire gagner beaucoup de temps sur le diagnostic. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre tout ce qui se passe par rapport aux encres et rassurera ceux qui se sont tapés un flip monstrueux en voyant les gros titres des journaux. Rassurez-vous, il n'y a pas de danger immédiat à se faire tatouer avec les encres qui sont actuellement sur le marché, tant que ce sont des encres qui obéissent aux normes actuelles. Sinon, vous vous doutez bien qu'on nous aurait pas donné 2 ans pour nous adapter, et ça c'est tout à fait admis par les autorités sanitaires françaises et européennes, donc tout baigne. Un énorme merci à Grenouille, secrétaire du SNAT, le syndicat national des artistes tatoueurs, qui m'a énormément aidé sur l'écriture de cette vidéo, parce que dégrossir des dossiers aussi compliqués sans comprendre de travers ou dire de conneries, c'était franchement du sport, il y a qu'à voir comment certains journalistes se sont débrouillés. Donc vraiment merci à elle et à tout le bureau du SNAT qui travaille pour la cause du tatouage en France depuis 2002 sans compter leur temps et qui sont toujours là pour protéger la profession et nos clients dans les moments compliqués. Rappelez-vous que systématiquement, quand il se passe quelque chose d'important, qu'il y a une polémique, des nouvelles normes autour du tatouage, que vous voyez des choses dans la presse, plutôt que d'envoyer plein de messages à vos tatoueurs qui sont souvent dépassés par les événements, vous pouvez aller directement sur le site de SNAT, vous y trouverez des infos fiables sur ce qui se passe réellement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à suivre directement le SNAT sur Facebook pour avoir les news en temps réel. Pensez aussi, c'est très important, à prendre 5 minutes pour aller signer la pétition pour le maintien des pigments bleus et verts. On a besoin de vous, le lien est dans la description, c'est une vraie pétition, très sérieuse, directement accessible sur le site du Parlement européen, et chaque voix compte. Surtout que là, il est clair que dans un futur proche, beaucoup de choses vont changer. Il est fort possible que les normes au niveau des compositions, des dosages, de l'étiquetage continuent à évoluer, et c'est tant mieux, on espère juste que ça restera adapté et sensé. En tout cas, un des effets bénéfiques de cette situation, c'est que ça a mis en place un rapprochement de tous les acteurs et représentants du tatouage en Europe, et que nos voix vont avoir de plus en plus de poids auprès des institutions pour les dossiers futurs. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous a plu et que l'actualité du tatouage, le sujet du tatouage vous intéresse, c'est gratuit et ça aide encore une fois beaucoup le développement de cette chaîne. Pensez à lâcher un petit pouce, un commentaire, moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, encore et toujours, ne faites pas n'importe quoi.